Alors aujourd'hui, nous sommes le lundi 13 juin 2022 et nous étions en train de déjeuner à midi avec Antoine et d'autres personnes de notre groupe et nous discutions de la guerre en Ukraine. Et tu as posé la question, mais la guerre en Ukraine, comment elle est présentée au public, sous l'angle anti-russe toujours, c'est les Russes les méchants. D'où ça vient cette russophobie, les raisons de la russophobie. On va essayer de le comprendre, parce qu'on a quand même compris certains éléments de cette russophobie. En fait, tu vois, toi, de ton côté, 4 raisons majeures à la russophobie. Est-ce que tu peux nous les exposer ? Modestement, hein, il y a certainement des facteurs que je ne connais pas, mais pour ce que j'ai entendu, pour ce que j'ai appris, il y a 4 facteurs à mon avis qui dominent. Les caractéristiques de l'âme russe, qui est totalement opposée à l'âme américaine, hein. Et c'est un problème tellurique, la plaine russe contre... À l'antipôle, on peut dire les Rocheuses, les montagnes des Rocheuses, dans un pays qui a été conquis par des aventuriers, alors que les Russes sont restés tout le temps dans leur espace de la plaine immense sans en sortir. Donc c'est l'aspect tellurique. Après, il y a un aspect culturel. L'Occident, la France, et particulièrement la France, l'Allemagne et les autres pays d'Europe, sont influencés fortement par la culture américaine, qui les met du côté américain, surtout depuis la dernière guerre, la création de l'OTAN, etc. Et puis il y a un problème aussi qui est un problème de la diabolisation de la Russie pendant 80 ans de bolchevisme. C'est donc la troisième raison. Troisième raison, c'est-à-dire qu'il y a eu un monstre qui a été créé, c'est le monstre russe rouge, sanguinaire, stalinien, etc., qui n'est pas franchement le caractère du russe en même temps. Et puis il y a encore une quatrième raison que je vois, c'est beaucoup plus ancien, c'est un conflit qu'il y a entre la perception du Christ, d'un côté occidental, européen, à Rome, et de l'autre côté, avec la scission qu'il y a eu de la formation de l'Église orthodoxe à partir de Constantinople, et puis après qui s'est déplacé à Kiev, et le concept qui est apparu de la Sainte Russie. Ouais, là on est vraiment sur des oppositions de vision du monde qui sont radicalement différentes. Oui. Donc on peut peut-être reprendre ces 4 raisons et les détailler. Donc la première raison qu'on appelle tellurique, qu'est-ce qui oppose vraiment Russes et Américains, enfin anglo-saxons de manière générale en fait? Les Américains sont des Européens d'origine tous celtiques, germaniques, latins, alors que les Russes, c'est un peuple qui est resté dans l'ethnie slave, on peut dire, avec les caractéristiques d'âme d'un peuple qui a vécu sur une terre extrêmement vaste, qui est sans limite pour le russe. Le russe, sa plaine au ma plaine, ça veut dire, c'est un territoire sans fin, qui va presque du pôle Nord jusqu'à presque à la Turquie. Jusqu'à la Turquie, et qui va depuis la Pologne jusqu'à la mer du Japon. Presque en face du Japon, quelque part. Donc c'est quelque chose d'incroyable d'être russe, d'avoir cette idée de cet empire russe. Du coup, et le tellurisme, c'est quand même... une civilisation de plaine ne peut pas être une civilisation qui est soumise à un tellurisme de montagne, surtout avec les Rocheuses, qui est un tellurisme très très dur, très très fort, qui d'ailleurs n'avait jamais été utilisé par les Blancs, par les Occidentaux. Les Indiens étaient les gardiens de cette terre. Une fois que les Indiens ont été éliminés par les Européens, certainement le plus grand génocide de toute l'histoire. Si on doit parler de génocide, c'est la destruction de la race rouge, qui considérait son territoire tellement sacré qu'il ne fallait pas même peut-être labourer le sol. Il y avait des tabous pour ne pas réveiller des forces. Et on pense, d'un point de vue spirituel, que les Occidentaux ont réveillé des forces. Vous voyez, toute cette force du peuple américain, elle vient de son sol. Une force d'intrépidité, de dynamisme, de créativité, qui n'a rien à voir avec, de l'autre côté, l'âme slave,
tranquille, paisible, tant qu'on ne vient pas évidemment l'énerver trop, parce qu'elle a su se défendre, mais elle n'a jamais envahi le monde. Ouais. Les Russes se sont certainement frictionnés un peu avec les Chinois, un peu avec les Finlandais, un peu avec les Polonais. Les Polonais d'ailleurs les ont envahis, mais les Russes n'ont jamais cherché à conquérir autre chose au-delà de leur plaine immense, n'est-ce pas, jusqu'à la Mongolie, ça va, depuis l'Ukraine jusqu'à la Mongolie. C'est énorme. Et ça, c'est la raison, on peut dire, tellurique. Ce sont les aventuriers américains dynamiques, commerçants, matérialistes, face à un peuple qui est resté chamanique quelque part, proche de la terre et qui ne bouge pas grand-chose pendant des siècles et des siècles, sauf sous l'impulsion de Ivan le Terrible, Pierre le Grand, enfin tous ces réformateurs qui viennent pour donner des coups de boost à leur peuple, de façon extrêmement violente d'ailleurs, pour introduire la civilisation européenne dans ce qu'elle a de plus moderne. Voilà, donc il y a une opposition, je dirais, tellurique. Ce sont des terres qui s'opposent, avec des vies spirituelles, parce que la vie spirituelle américaine et la vie spirituelle russe sont diamétralement opposées. Les âmes des Américains ne peuvent pas comprendre les Russes ne peuvent pas comprendre les Américains. Et donc il y a une opposition naturelle, on peut dire, qui se rejoint d'ailleurs, ces deux blocs se rejoignent curieusement par le pôle Nord, par l'Arctique. Hein. Et ensuite, malheureusement, l'Europe est au milieu. Oui, tout à fait. Mais ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que l'Amérique, à la base, c'est quand même le monde anglo-saxon, même si tous les Européens ont émigré là-bas, enfin de toutes les ethnies européennes, on va dire, c'est quand même le monde anglo-saxon, et le monde anglo-saxon, il s'est construit sur une île limitée, et du coup, il a été obligé toujours de coloniser pour s'étendre, puisqu'il était sur une île. La thalassocratie. La thalassocratie, alors qu'en effet, le russe, ce qu'on appelle tellurocratie, c'est étendu sur une terre, comme tu le disais, et qui n'a donc jamais eu besoin d'aller chercher des colonies dans le monde entier. Voilà. C'est des états d'esprit totalement différents. L'Amérique veut conquérir le monde, le Russe n'a jamais voulu conquérir le monde. Sauf au moment de la période communiste où il voulait implanter la révolution un peu partout, mais pas plus que ça, on peut dire. Les Russes ont fomenté à cause de l'idéologie bolchevique. Sinon, non. Ouais, bien sûr. Ouais. Voilà la première raison. Et du coup, la seconde raison que tu évoquais, c'était l'américanisation qu'on a subie en Occident. Alors là, tout le monde peut le vérifier. La question tellurique, elle est plus difficile, elle est déjà subtile quelque part, mais elle s'explique. Mais la colonisation américaine de l'Europe, là, on la connaît. On la connaît depuis le 19e siècle. Baudelaire déjà prévenait « Un jour, nous serons américains », disait Baudelaire déjà vers la fin du 19e, moitié du 19e siècle. On commençait à voir l'Amérique débarquer. Dans la littérature, partout, la force américaine commençait à déborder. Et elle a débordé très vite au début du XXe siècle. Elle est arrivée avec le cinéma, elle est arrivée avec Charlot, elle est arrivée avec le jazz. Et puis elle s'est imposée dans les modes vestimentaires, elle s'est imposée par la technologie, évidemment, l'industrialisation. Beaucoup de choses se sont faites, les médias, la radio, la télévision, tout ça a été développé d'abord en Amérique, même si parfois ce sont des inventions qui ont été des découvertes d'Européens. Mais ça s'est développé particulièrement dans le champ américain, où ça correspondait bien à ce psychisme américain de toujours vouloir perfectionner, faire les immeubles les plus hauts du monde, etc. Le mythe du cow-boy qui s'est implanté dans les années 50. On a tous été dans les années 50 gavés de bandes dessinées de cow-boy. Le héros, c'était plus un chevalier, c'était plus Bayard. Cow-boy, ça veut dire vacher. Donc entre le chevalier de l'Europe classique et le vacher américain, on se demande ce cow-boy-là, qu'est-ce que c'est en réalité. C'est un mythe. Vous voyez ? Donc l'Amérique invente des mythes, invente des choses qui n'existent pas, des personnages qui n'existent pas. Ça va jusqu'à Rambo, ça va à la guerre des étoiles, Marvel, les super-héros, Star Wars, etc. Le Russe est incapable, normalement, d'aller dans ces choses-là. Il reste très très proche de la réalité simple de la vie émotionnelle, la vie naturelle, la vie... voilà. La vie mystique aussi. C'est pour ça que ça n'a pas bougé pendant des siècles. La vie rurale. C'est le bolchevisme qui a imposé l'industrialisation. C'est pas dans la mentalité russe.
alors que c'est dans la mentalité américaine totalement. Ouais. Il faut être moderne, et être moderne, c'est être américain. C'est utiliser le rythme, la frénésie américaine, qui est devenue après dans le rock'n'roll, et puis dans tous les modes américains, jusqu'au blue jeans, qui s'est imposé, qui est le pantalon du prolétaire international en Afrique, en Asie et partout. Donc l'Amérique s'est imposée partout, par ses modes vestimentaires, par sa musique, et par le cinéma évidemment, par Hollywood, qui est la centrale de la propagande américaine, et particulièrement d'une propagande anti-russe, qui s'est vue depuis quelques dizaines d'années, en tout cas dans les films américains. Le russe est toujours un bandit, un mafieux, un méchant, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. Criminel, sanguinaire, qui torture, voilà, c'est ça le mafieux russe. Vous voyez, on ne connaît pas d'autres personnages. Il a fallu Solzhenitsyn pour montrer une face humaine du russe, vous voyez, mais parce qu'il était anticommuniste, évidemment. Voilà pour ce qui est de la deuxième raison que je vois, c'est vraiment l'américanisation de l'Europe a rendu, et particulièrement les Français, et les Italiens et les Allemands, et les Anglais, surtout les Anglais, les a rendus pro-américains. Pro-américains. Et donc justement, tu parles de l'URSS en lien avec la troisième raison que tu vois pour la russophobie, c'est que pendant 70 ans, il y a eu vraiment une peur de ce qu'on a appelé le danger russe. Alors là, oui, c'est la révolution bolchevique qui a effrayé vraiment l'Europe, et ça a été extrêmement activé après la guerre. Tant que on s'est bien associé quand même longtemps avec Staline, la France a bien manœuvré, même en protégeant, en couvrant même les crimes de Staline. Hein. Mais avec la guerre froide après la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, là s'est installée une phobie effectivement du russe à travers le régime soviétique qui devenait menaçant. Étant enfant, on entendait à la radio, les Russes arrivent, ils sont à Budapest, on va nous attaquer, vous voyez. Et planait au-dessus cette idée après de la guerre atomique. Mais la guerre atomique, là, évidemment, ça mettait ce conflit entre les Russes et les Américains, mettait le monde entier en danger. Hein. Voilà. Ouais, donc on avait la gangrène bolchevique qui était le problème, mais c'est comme s'il y avait eu un transfert dans la propagande. C'était dans la tête des gens, au final, ça n'a plus été le bolchevisme, le danger, c'était devenu le russe. Et même le bolchevisme fini, enfin l'URSS tombé, dans la mentalité, le russe reste le danger. C'est un peu ça. Alors évidemment, la propagande médiatique, elle est anti-russe tout le temps, extrême, fanatique, frénétique même. Donc il n'y a rien de bon actuellement chez les Russes. C'est des gens qui envahissent un pauvre pays innocent, en fait, qui est l'antenne, qui est la tête de pont de l'Amérique pour s'introduire en Russie. Hein. Alors pour revenir à cette histoire bolchevique, je propose un livre qui s'appelle « Les sources spirituelles de l'Europe de l'Est ». C'est un anthroposophe, mais ce n'est pas n'importe quel anthroposophe, c'est le petit-fils du compositeur Prokofiev, Serge Prokofiev. Et il explique comment le bolchevisme est une idée qui a été introduite par les Anglais, la révolution bolchevique a été introduite par des loges d'occultistes anglais qui ont utilisé la doctrine de Marx, n'est-ce pas ? Et ils l'ont introduit avec des moyens colossaux de finance de certaines banques américaines. C'était renverser le tsar, foutre en l'air la Russie, c'était un idéal révolutionnaire atavique chez certains qui a créé que le peuple russe, ça a déferlé sur le peuple russe qui vivait tranquillement et qui était dans ses fermes et qui n'avait pas pensé à ça, n'est-ce pas ? Voilà, donc c'est Serge Prokofiev et ça s'appelle « Les sources spirituelles de l'Europe de l'Est ». Voilà, vous comprendrez comment le bolchevisme a été introduit par des Occidentaux en Russie pour détruire la Russie, n'est-ce pas ? Par des confréries anglo-saxonnes. Alors si je comprends bien, ce Prokofiev aussi, il nous explique cette fameuse raison spirituelle de l'opposition entre l'Occident et la Russie, non ? Alors là, il explique lui aussi, à la suite de Rudolf Steiner, je pourrais sauter un passage à Rudolf Steiner, quelle opposition il y a entre l'âme russe chrétienne et l'âme russe, l'âme
européenne chrétienne. Quelle opposition fondamentale il y a entre le Vatican et l'Église orthodoxe, n'est-ce pas? Aucun pape n'est jamais allé en Russie. Pourquoi? Les papes ont voyagé partout, c'est un pays chrétien. Jean-Paul II a essayé d'aller en Russie, mais il y a eu très vite des placards. Le Satan ne doit pas descendre chez nous, il avait écrit à Moscou. Donc l'opposition, elle est très très forte. On va expliquer pourquoi cette opposition entre le christianisme tel qu'il a été vécu en Europe, de l'Ouest, et comment il s'est déplacé ensuite vers l'Est, et qu'il s'est incarné dans l'âme russe d'une autre façon, sous une autre conception, qui n'est pas la conception théologique, on peut dire, dogmatique, de l'Église catholique. Je peux vous lire donc un passage là-dessus, on est dans le 4e volet, la raison théologique, la raison profonde théologique de l'opposition entre les Russes et les Occidentaux. Voilà. En tout cas, entre l'âme russe et certaines puissances occidentales, et particulièrement le Vatican. Le Vatican. À l'origine de ce phénomène, il y a tout d'abord ce fait. Dès le IXe siècle, l'impulsion du Christ, poursuivant son action efficace, prit des formes différentes en Europe. Des âmes se révélèrent alors capables de s'ouvrir directement à la révélation chrétienne, et cette forme que prenait l'action de l'impulsion christique fut rejetée vers l'Europe orientale. Cette différenciation, cette métamorphose de l'impulsion christique se produisit donc. Les habitants de l'Est de l'Europe ouvrirent leur âme aux influx permanents de l'impulsion du Christ, à ces influx permanents, non pas ces influx historiques marqués dans le temps. Comprenez ? À la présence perpétuelle, permanente du souffle du Christ dans l'âme du peuple. Cette forme nouvelle fut rejetée vers l'Est et de ce fait, le peuple russe, au sens le plus large du terme, devint, dans le cadre de la civilisation européenne, le peuple du Christ, d'où l'appellation de la Sainte Russie en ce qui concerne les Russes quand ils considèrent leur pays. Une seconde forme différente fut l'œuvre de Rome. Ayant observé la métamorphose authentique, l'action efficace et permanente de cette forme nouvelle en direction de l'Est, Rome, faisant de la souveraineté spirituelle du Christ une souveraineté temporelle de l'Église, décréta que tout ce qui concerne le Christ fut révélé une fois pour toutes au début de notre ère, une unique fois. Révélation qui fut confiée à l'Église et que l'Église a pour tâche de diffuser. La véritable collusion entre les problèmes de pouvoir et les questions d'administration cléricale fut l'œuvre de Rome. Je ne sais pas si c'est compréhensible. Ce qu'on peut peut-être détailler, s'il commence comme ça, l'extrait commence où cette scission, il parle donc d'un esprit du Christ, des impulsions chrétiennes qui se sont déplacées à l'Est parce qu'il y a eu un moment une scission où donc Rome s'est écartée de la véritable impulsion chrétienne. Et cette scission, donc il en parle au IXe siècle. Est-ce qu'on peut donner, c'est quoi qui s'est passé au IXe siècle exactement? C'est un concile qui dit que l'Esprit Saint n'a pas de... L'Esprit Saint n'est pas libre quelque part. Il est dépendant du Christ totalement, et le Christ est la propriété de l'Église, n'est-ce pas? Donc l'Église a l'Esprit Saint. Tu ne peux pas avoir l'Esprit Saint. Alors que les Russes pensent totalement différemment. Ils pensent qu'il y a dans l'homme un esprit, et que ces esprits peuvent recevoir l'Esprit Saint. Et l'Église a condamné cette idée d'un esprit spirituel dans l'être humain, en disant que c'était une hérésie gnostique, n'est-ce pas? Toute l'hérésie gnostique serait là. C'est de croire qu'on a un principe spirituel en nous-mêmes qui est immortel. Les Russes ont été d'abord effectivement aussi d'accord, les orientaux, avec les différents conciles, et à un moment ils ont dit non, on ne veut pas aller plus loin. On ne peut pas accepter tout ce que vous êtes en train de faire, particulièrement sur le concept de l'Esprit Saint. Et la division s'est opérée, le schisme s'est opéré, l'Église de Rome contre l'Église de Constantinople. Les églises, oui, parce qu'en fait c'est ça qui est... C'est comme si au moment de ce concile au IXe siècle, c'était simplement la confirmation d'une scission qui était déjà en germe
en deux conceptions, l'Église de Rome qui se voulait unique, parce que romaine de tradition, donc vraiment l'Empire romain en fait au niveau spirituel. Et les églises orthodoxes ont toujours été plurielles. Elles acceptaient le fait qu'il y avait différentes églises selon les peuples et qu'il n'y avait pas de pape au-dessus de toutes ces églises. L'Église de Rome était impérialiste et voulait conquérir absolument les âmes sur la planète entière. L'Église orthodoxe était dans une autre perspective, de laisser chacun un peu, relativement, croire ce qu'il voulait. Et ne pas marcher dans les différents conciles où l'Église a condamné. C'est devenu un schisme total. L'Église orthodoxe a toléré des confréries qu'on pourrait dire qui étaient néo-gnostiques quelque part, dans ses confins, des communautés, des villages et tout, qui vivaient dans une conception du Christ que Rome aurait condamné totalement, les aurait mis au bûcher. Et il y a eu effectivement une tentative quand même de reprise en main par, je crois que c'est sous Pierre le Grand, non, d'une orthodoxie qui s'est formée cléricale en Russie, qui a condamné ce qu'on appelait les anciens croyants, c'est ça ? Les vieux croyants. Les vieux croyants qui existent toujours. Il y a eu une persécution des vieux croyants qui étaient restés attachés à un christianisme plus ancien encore que l'Église orthodoxe actuelle. Tout à fait. Et les vieux croyants sont encore très bien représentés. Je crois que tu as visité une église, tu as assisté à des... Oui, tout à fait, à Moscou, ils sont encore très bien représentés. C'est pas une petite minorité, ils ont un centre énorme avec cathédrale, école, plusieurs églises. Et ils cohabitent bien avec l'Église orthodoxe officielle. Actuellement, ils cohabitent avec l'Église orthodoxe officielle, tout à fait. Ouais. Alors l'Église orthodoxe officielle, et nous sommes bien placés parce que nous avons eu un contact sympathique avec cette église. Le patriarche Kirill nous a envoyé par son secrétariat un message de sympathie. Les brigands, on peut montrer la lettre en russe, disant que mes enfants, enfin mes chers amis, ne vous inquiétez pas pour l'avenir. De toute façon, il n'y a aucun lieu sur la terre qui est en sécurité. Il nous écrit le patriarche Kirill, et vous n'avez qu'à prier. Parce que de toute façon, tout peut arriver. L'antéchrist est là, il est dans la technologie. D'où le fait que là, déjà, il y a une opposition, il y a une réaction des Russes face à l'empire technologique moderne, n'est-ce pas ? Et les Russes, évidemment, adoptent les technologies modernes, mais ils y résistent d'une certaine façon. On a vu Poutine à une exposition de Google à Moscou, où Google exposait ses programmes futuristes. Poutine dire « Oh là là, l'avenir qui nous attend va être très dangereux. » Vous voyez ? Donc on n'imagine pas un président américain dire à Google « C'est dangereux ce que vous êtes en train de faire. » Oui, puis un chef religieux comme le patriarche Kirill qui dit l'antéchrist viendra par Internet, alors que le pape François dit l'inverse. Le pape François dit devenez les citoyens du numérique. Internet est un don de Dieu. Livrez-vous totalement à la technologie. Le pape Kirill dit si vous faites ça, vous vous livrez à l'antéchrist. Donc c'est irréconciliable. Ça explique la guerre actuelle, où l'Ukraine n'est qu'un prétexte finalement entre ces deux idéologies. Tout à fait. On peut parler de l'Ukraine aussi un peu, si tu veux, puisque tu connais le Donbass, tu as voyagé au Donbass. Oui, après l'Ukraine, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est une création purement artificielle et qui a été prise après la fin de l'URSS, qui a vraiment été prise. Le pouvoir ukrainien a été, mis sous la mainmise américaine comme un moyen de préparer une guerre fratricide entre les Slaves. Et c'est ce qui se passe depuis 8 ans là-bas en Ukraine, où en effet ils bombardaient les populations russophones du Donbass sans que personne ne s'en exclame en Occident. Et puis là, soudainement, quand 8 ans plus tard, les Russes interviennent, la propagande se déchaîne. Donc on peut dire que les Russes sont en train de reprendre un territoire naturellement russe. Oui, et puis d'intervenir pour protéger une population qui est persécutée depuis 8 ans et qui est bombardée depuis 8 ans à l'intérieur de l'Ukraine. Qui veut être russe. Et qui veut être russe, qui parle russe, à laquelle l'Ukraine a même interdit d'utiliser la langue russe. Tu penses que quand les Russes auront repris le Donbass, ils vont arrêter, ils vont s'arrêter? Ça. Poutine a dit qu'il ne voulait pas prendre l'Ukraine. Ça ne l'intéresse pas, l'Ukraine. Il veut relibérer le Donbass. Oui, tout à fait. Tout ça, évidemment, est manipulé par les Américains. Tout à fait. Donc l'opposition à laquelle on assiste, c'est une opposition profonde, spirituelle, idéologique, entre l'Ouest et l'Est, entre deux visions du monde et des visions différentes du christianisme, n'est-ce pas ? Qui fait que le peuple russe n'a jamais été un peuple matérialiste.
Et il a fallu lui imposer le bolchevisme pour le faire tomber vraiment dans l'industrialisation et dans la matière, de façon forcée, n'est-ce pas? L'arracher à sa ruralité pour le plonger, pour en faire un prolétaire, un ouvrier de serf qu'il était. Il est devenu un autre esclave de la machine industrielle. Et du coup, aujourd'hui, c'est vrai que la Russie est toujours, elle ne s'est pas relevée complètement, elle est toujours noyée dans cette civilisation technocratique. Mais qui sait, peut-être dans les décennies et les siècles, qu'est-ce qui pourrait émerger d'autre dans un pays comme celui-là? On prophétise que la Russie aurait dû avoir la race slave, une apothéose de civilisation, qui n'est pas venue parce qu'elle a été contrecarrée par le bolchevisme, ou bien qui viendra plus tard. Ou alors plus tard, on dit aussi que ce sera l'américanisme qui prendra le monde entier. Mais pas l'américanisme qu'on connaît actuellement, c'est encore une autre forme d'américanisme. C'est une mise en place pour l'instant qu'on observe, par les modes, par les comportements, par la technologie, par la pensée unique, par le politiquement correct, qui vient d'Amérique. Le politiquement correct étant simplement une interdiction de penser, de parler et de penser. Si on applique le politiquement correct, on s'interdit de penser à des choses qui sont interdites de penser et interdites de dire. Donc Steiner avait dit, vers le début du XXIe siècle, viendra d'Amérique une interdiction de penser. Vous voyez ? Et actuellement, par exemple, en France, on ne peut pas penser en disant « Vive la Russie ». On n'a plus le droit de le dire. Pourquoi ? Qu'est-ce que la France a à voir avec, normalement, est-ce que le français moyen a à voir avec ce conflit ? Rien du tout. Mais voilà. Mais pour revenir sur l'Ukraine, et peut-être qu'on pourra terminer là-dessus, puisqu'on voit que le but de cette affaire-là, c'est la raison pour laquelle les Américains ont pris le contrôle de l'Ukraine, c'était, comme je le disais tout à l'heure, de déclencher une guerre fratricide. Et c'est toi, donc Joël, qui rappelait tout à l'heure cette prophétie russe que la Sainte Russie, si elle reste unie, et c'est ce qui veut l'empêcher, elle pourra être une barrière à l'Antéchrist. Il y a une vieille prophétie russe qui dit ça. C'est une prophétie russe, oui. La Sainte Russie est la barrière de l'Antéchrist. Mais pour ça, il faut qu'elle reste unie. Il faut qu'elle reste unie et que l'Empire russe, que la Grande Russie se maintienne, n'est-ce pas, pour faire, de façon planétaire, pour faire une résistance à l'Antéchrist. Voilà, c'est la prophétie des Russes. C'est la croyance, certainement, du pape Kirill, du patriarche Kirill. Du patriarche, oui. Patriarche de la Sainte Russie, voilà ce qu'on peut dire, en évoquant tous ces aspects-là. Chacun prendra ce qu'il voudra. Les géopoliticiens nous expliqueront les choses autrement, les politiciens nous expliqueront les choses autrement, les théologiens nous expliqueront les choses autrement. On a essayé de rassembler toutes les idées, à prendre ou à laisser. Chacun pense ce qu'il veut, mais voilà des éléments, à mon avis, qui sont intéressants de connaître. Très bien, merci. Laissez vivre la Russie.